L'accélération des événements avec la découverte, l'extraction de la vérité de tous les recoins où ils l'ont cachée, montre que c'est d'abord le maillon intermédiaire qui s'inquiète. Ils seront jugés et punis, suivis des hauts responsables puis des propagandistes. En réalité, j'aurais fait l'inverse, parce que ces soi-disant libéraux doux, qui zombifient les autres, ont les mains couvertes de sang jusqu'au coude. Il existe une façon d'arrêter le flux d'informations, qu'on appelle la méthode de l'autruche. Quand l'autruche n'aime pas ce qui se passe autour d'elle, elle enfouit sa tête dans le sable. La presse américaine a décidé d'agir de la même manière. La gauche. La presse découvre des mots et des concepts, écrit que c'est technique. S'il n'y avait pas de micro ou de dispositif d'écoute, on ne peut pas appeler ça simple. L'écoute, c'est tout à fait autre chose, c'est de l'interception, pas de l'espionnage. Qu'aviez-vous? Nous ne pouvons pas utiliser l'interception. Le New York Times et PBS sont très en colère à ce sujet, donc je dois faire attention. Ils disent « Comment ces républicains osent-ils parler d'interception ?» Ce n'en est pas une. Ensuite, ils prétendent que l'histoire est fausse, car nous parlons d'interception. Donc soyons très prudents avec nos mots. Et disons simplement qu'ils ont intercepté des communications. Au moins 8 sénateurs américains en exercice, nous. Nous arriverons bientôt à Chicago. Mesdames et messieurs, je vous amène lentement à ce point principal, alors, comme on dit, soyez un peu patients. C'est précisément cette mise sur écoute des sénateurs qui conduira à ce que Smith, puis beaucoup d'autres, commencent à être poursuivis. Tout comme aujourd'hui on poursuit Comey, Laetitia, James. Et maintenant, ils exigent des réponses. Les enquêteurs de Jack Smith risquent de payer cher pour avoir examiné les appels du 6 janvier, avertit le sénateur Graham. Ils devront payer un lourd tribut. Sur Fox, il déclare « Quand Jack Smith a examiné mes relevés téléphoniques et ceux d'autres sénateurs, je pense qu'il a enfreint la loi et je pense qu'il doit être tenu responsable. Et je pense que ceux qui ont organisé cela doivent payer, et payer cher. Encore une fois, vous pouvez appeler cela de la vengeance, vous pouvez appeler cela une revanche, ou vous pouvez simplement appeler cela de la justice pour s'assurer que cela... Vous savez que cela ne se reproduira plus? Nous ne sommes pas les dames du Seigneur. Nous voulons, premièrement, que les criminels soient punis, et deuxièmement, que cela ait lieu. Cette punition serait sévère pour éviter que cela ne se reproduise. Voici le sénateur Graham sur NBC, je crois. Oui, avec l'animatrice qui essaie de toutes ses forces, de ramener la conversation sur Trump. Pensez-vous que cela franchit la limite entre l'indépendance du ministère de la Justice et le pouvoir exécutif? Je crois que le ministère de la Justice, dirigé par Biden, a dépassé toutes les limites. Je pense que dans les 3 jours qui ont suivi l'annonce de sa candidature à la présidence en 2024, il l'a faite en 2022. Mais qu'en est-il de Trump et des sénateurs? Je pense que le grand jury va gérer cela. Cela ne vous a pas inquiété? Cela ne vous a-t-il pas inquiété que Laetitia James ait porté des accusations inédites? Ellen Braden et Trump ont porté des accusations. Il en avait 90. Biden a regretté qu'il ne l'ait pas fait avant les élections. Jack Smith surveillait mes relevés téléphoniques ainsi que ceux de 8 autres sénateurs. Jack Smith a déposé sa plainte contre Trump le 24 octobre avant les élections de 2024 en violant tous les protocoles, simplement pour politiser les élections. Peut-être que cela vous inquiète que certains soient responsables? Moi, pas du tout. C'était une explication précise que la punition pour un crime est normale, c'est nécessaire dans une société qui veut vivre selon la loi. Kesh et Dane ont licencié tous les agents, ce qui est très bien. Ils renvoient tous les agents qui étaient impliqués dans cette affaire. Mais ce que je veux savoir, c'est comment ils ont obtenu ce droit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est exactement passé, qu'ont-ils pu utiliser, quel mandat précis, voici le mémorandum, voici les noms. Je dois un peu me pencher plus près, parce que la police est vraiment petite. Miss Mike Kelly, Lindsey Graham, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson, Cynthia Lamis. Oh, elle est en colère. Elle regarde quel droit elle a en tant que personne, comme si elle oubliait qu'elle est sénatrice.
Elle se demande comment ont-ils violé ses libertés civiles personnelles. Et la sénatrice Marsha Blackburn, sérieusement, c'est quoi ce délire? Tout ça pour la prétendue démocratie. Vous, les gars, avez fait ces choses incroyables. Bundy et Crowley en parlent, mais personne d'autre. Je déteste me répéter, mais je ne peux pas lâcher l'affaire comme un chien avec son os. Oui, dans ce cas, je suis stupéfaite. Je pense que cela crée un précédent très mauvais. Grâce aux lanceurs d'alerte, nous avons découvert COINTEL à l'époque de Gerbert Hoover. C'est vrai, jusqu'à la fin des années 1960, et ils espionnaient toutes sortes d'Américains, y compris Martin Luther King. Ce n'est pas permis, on ne peut pas faire ça. Vraiment, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. C'est vrai. Et comment ont-ils pu faire tout cela au nom de la justice? Vous plaisantez, et personne n'en parle, sauf pour dire que nous avons eu tort de qualifier cela de simple. Écoutez. Souvenez-vous, le complot du FBI pour arrêter Trump. Très démocratique, arrêtez donc celui que je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est gros, il est roux, et il n'est pas des nôtres. Eh bien, il n'est pas dans notre bac à sable. Peter Strzok, l'amant du FBI, qui échangeait des messages avec Lisa Page et le président Trump lors des élections de 2016, nous allons l'arrêter, il a été renvoyé, il a porté plainte et maintenant il a perdu son procès. Oh non. Très mécontent de ce qui lui était arrivé, il a porté plainte contre America Garland. Au début, c'était contre Bill Barr. En 2019, il a déposé une plainte de 27 pages pour Peter Strzok. Et sa maîtresse du FBI, bien sûr, joue un rôle là-dedans. Mais il a poursuivi en justice le procureur général Bill Barr. Et il a dit « Je suis très spécial, agent spécial du FBI, incroyable, et je l'ai été pendant 25 ans. » Des autocollants sur le frigo pour maman. En juin 2018, le FBI voulait le renvoyer à cause de ses textos. Extrait de sa plainte, il poursuit et affirme cela. Simplement parce qu'il a exprimé ses opinions sur l'élection présidentielle de 2016 et sur Trump. La proposition de licenciement de Strzok vise d'autres personnes jugées illégales. Il avait la liberté d'expression, donc le licenciement n'est pas justifié. Ensuite, il a été licencié le 9 août 2018. Le FBI lui a dit de partir. Le licenciement a pris effet immédiatement. Ils ont ensuite affirmé « On nous a diffamés. Tu as dit beaucoup de choses négatives sur moi. Or, tu ne peux pas, car mon discours politique est protégé. Je peux écrire à ma maîtresse. À propos d'arrêter le futur président en utilisant notre agence pour le piéger, comme ils l'ont fait avec l'opération Crossfire Hurricane, et essayer d'empêcher une véritable victoire. Et Obama était derrière tout ça, rencontrant Comey, rencontrant Clapper et les autres. Donc cette action, c'est une plainte déposée en 2019 par Piotr Strzok. Il dit « Mes droits constitutionnels ont été violés ». Permettez-moi de revenir en arrière pour vous montrer les messages textes importants qu'il a inclus. Il dit « Oui, c'est bien ce que nous avons dit ». Le 12 février 2016, il échange des messages avec plusieurs personnes, dont Lisa Page. Lisa G.A., l'avocate du FBI citée, était aussi sa maîtresse, selon lui. « Trump est horrible. J'espère toujours que cette farce prendra fin et que les gens s'en débarrasseront. » Elle envoie ça à G.A. et dit « Trump est répugnant. C'était pendant les primaires. » Mais Piotr répond « Il peut gagner. Ce sera bien pour Hillary. » Ah, ça n'a pas marché pour eux. Elle dit « Oui, Hillary va simplement écraser Donald Trump. Il sera un pire président que Ted Cruz, dit Strzok Trump. » Elle dit « Oui, je pense, sans certitude. »« Oh mon Dieu, Trump est idiot, dit Strzok. Il est horrible, ajoute Lisa. Strzok, le 11 juin. Ils doivent y aller pour révéler l'absurdité fanatique de Trump. Pourquoi? Pourquoi vouloir stopper l'immigration illégale? Le FBI dit « Vous êtes des sacrés menteurs, des salauds de Russes, je les déteste. » Elle répond « Désolé, moi aussi. » Et des sacrés menteurs, des salauds de Russes, je les déteste. 18 juillet 2016. Il pense que les Russes sont responsables et ont tout organisé. Il affirme que Trump est une catastrophe et j'ignore à quel point sa présidence sera déstabilisante. Tout allait bien jusqu'à ce que vous lanciez le COVID. Le 6 août 2016, il dit « J'aime vraiment ça. » En citant Trump, il semble incapable d'éprouver de la révérence, ce qui est la base de toute capacité à admirer ou à servir quelque chose de plus grand que lui-même. Vouloir comprendre ce qui nous entoure et respecter les autres, ce sont des banalités sans sens. Vous pensez lire ça dans un livre de philosophie, mais il dit cela à cette femme, pensant qu'en étant poétique, elle le laissera la toucher. Ce soir, 8 août 2016, Trump monte dans les sondages. Il panique et appuie sur le bouton d'alerte. Trump ne sera jamais président, n'est-ce pas? Non. Il ne le sera pas. On va arrêter ça, bébé, le King's Oath. Je veux croire à la voix que tu as soumise au bureau du directeur adjoint et qu'il n'y a aucune chance que Trump soit élu. Mais j'ai peur que ce risque soit trop grand. C'est comme une assurance si tu mourais avant 40 ans. D'accord? C'est clairement un coup monté.
Maintenant, tu peux dire que ce sont juste deux amants qui parlent. Maintenant, il mêle son travail de bureau à cela. Il évoque maintenant le pouvoir d'État et les moyens de l'utiliser pour arrêter le président Trump. Le 15 août 2016, c'est un abus de pouvoir. Ce type devrait être en prison. Voyons si cela finira par arriver, mais peut-être que non. Le délai de prescription et d'autres éléments sont, je pense, expirés pour certaines accusations ou allégations liées à l'époque. C'était une correspondance entre l'un des chefs du FBI et la conseillère juridique de cette organisation, qui, eh bien, était son amour secret, ou sa maîtresse, comme on dirait chez nous. Le directeur adjoint du FBI est la deuxième personne la plus importante du bureau. Il était question de savoir comment arrêter Trump, c'est-à-dire le futur président, et si cela ne fonctionnait pas, comment agir pour que sa présidence, son travail et ses efforts échouent. Donc, il a été strictement renvoyé de son travail et privé de sa pension d'État, et messieurs, cela représente plus d'1 million de dollars. Et il a commencé à porter plainte devant les tribunaux, mais il a perdu. Peut-être qu'à présent, le filet jeté dans l'abîme va le ramener, lui et sa maîtresse, à la surface. Combien de créatures ignobles ont réussi à grimper au sommet et pensent qu'elles sont bien plus intelligentes que nous? Comment je sais qu'ils pensent être plus intelligents que vous et moi? Nous élisons un président et eux disent qu'ils annulent notre choix, c'est-à-dire qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Eh bien, bien sûr, il vaut mieux pour nous leur donner notre argent et ne pas broncher, c'est évident. En réalité, nous sommes en fait bien plus intelligents qu'eux. Quand on demande qui a le meilleur plan, les républicains l'emportent sur les questions de criminalité, d'immigration, de guerre, d'économie, même de corruption. Les démocrates gagnent de 2 points en ce qui concerne le respect de la démocratie. Maintenant, une partie de cela est simplement due au fait que les gens sont noirs. C'est... Bill Maher, autrefois une icône du journalisme libéral, qui a décidé que la vérité était quand même nécessaire, même si cette vérité ne correspond pas à ton idéologie. Ironiquement, les démocrates n'incarnent plus l'idée même que représente leur nom. On pourrait penser que les défenseurs de la démocratie dirigent ce mouvement, mais des sondages récents montrent l'inverse. Les républicains sont désormais perçus comme le parti le plus lié à la démocratie. Ce n'est pas simplement un signal d'alarme, c'est une sirène retentissante. Cela montre combien les démocrates s'éloignent de leurs principes fondamentaux d'autrefois. Au lieu de construire la confiance par des convictions cohérentes, ils s'appuient sur la politique identitaire, des gestes creux et des querelles internes sans fin. Le résultat, c'est que de nombreux Américains ne les considèrent plus comme les défenseurs naturels de la démocratie. Si cette spirale continue, les démocrates perdront non seulement les élections, mais aussi leur importance politique nationale. La seule chose que... L'importance sur la scène. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, ce sont juste des menteurs ignobles qui se prennent pour l'élite. Mais moi je ne les considère pas comme une élite, mais comme de la vermine, des vers. À propos de Kamala, elle a laissé entendre qu'elle comptait se présenter en 2028, pas du tout pour devenir assistante de concierge, non, mais bien pour la présidence des États-Unis. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y aura pas mal d'idiots qui iront voter pour elle, en pensant bien sûr qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Eh bien, par exemple, la très gauchiste Rachel Maddow sur MSNBC, justement avec cette même Kamala. Vous savez, vous êtes la première femme élue vice-présidente, vous êtes une femme noire et une femme sud-asiatique élue à un poste aussi élevé, presque élue présidente. Dire qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il était gay est difficile à entendre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne pouvait pas être sur la liste parce qu'il est gay.
Mon idée, comme je l'écris dans le livre, j'ai clairement fait comprendre que pendant 107 jours, lors de l'une des élections présidentielles les plus féroces des États-Unis, contre une personne comme Donald Trump qui ne connaît aucune limite, être une femme noire, candidate à la présidence des États-Unis et aussi comme colistière pour le poste de vice-présidente, être homosexuelle avec des enjeux aussi élevés, cela m'a vraiment bouleversée, mais je comprends aussi que cela aurait été un véritable risque. Kamala a dit qu'elle ne prendrait pas d'homosexuels dans son équipe. Et quand on lui a demandé si elle l'avait dit, la réponse, comme vous l'avez entendu, a été la suivante. Je n'ai jamais dit que je ne prendrais pas d'homosexuels dans mon équipe, et uniquement à cause de Trump, elle a dit qu'elle ne prendrait pas d'homosexuels dans son équipe. Voilà. Et les libéraux fascistes des États-Unis pensent que nous sommes des idiots. Voilà. Et pourquoi serions-nous des idiots ? Parce que nous avons voté pour Trump en particulier. Mais les charmes de Kamala ne s'arrêtent pas là. Voici ce qu'elle a dit à propos du candidat au poste de maire de New York et activiste radical de gauche, Zohran Mamdani. Qu'en pensez-vous ainsi que de sa candidature? Et que pensez-vous de l'hésitation et de l'inquiétude des principaux démocrates à l'idée qu'il puisse gagner? Regardez, autant que je comprends, candidat du Parti démocrate, il faut le soutenir. Vous soutenez sa candidature? Je soutiens les démocrates. Bien sûr, regardez. Si vous pensiez que Kamala avait acquis un peu de sagesse, un peu de classe, un peu de perspective pendant le mois qui s'est écoulé depuis qu'elle a été nettement battue par le président Trump, vous allez être déçus. Elle a seulement prouvé cette nuit-là qu'elle est une piètre partisane. Mais Mamdani qui veut remplacer les épiceries privées par des épiceries d'État, comme en Union des républiques socialistes soviétiques, et fournir un transport gratuit. C'est-à-dire qu'une personne voyage, mais c'est une autre personne, pas celle qui voyage, qui paye le chauffeur pour l'essence et tout le reste. L'enseignement dans les collèges est totalement gratuit. Encore une fois, certains étudient, mais d'autres paient pour les professeurs, les bâtiments, même une bourse à celui qui est déjà allé dans un 3e, 8e, 10e collège pour étudier gratuitement. Équipé, lui-même. Non, ses parents, peut-être pas. Alors qui paie? Celui qui est allé travailler? Et à qui prend-on l'argent pour que cet autre puisse étudier gratuitement, vivre gratuitement d'ailleurs, manger gratuitement, se faire soigner gratuitement et voyager gratuitement dans les transports en commun? Et s'il reçoit un ticket, ce qui se fait aussi chez nous pour les taxis, eh bien pour lui c'est gratuit. Mais pour nous ce n'est pas vraiment gratuit. C'est lui qui profite du taxi. Bien sûr, nous, ceux qui triment et acceptent de se faire voler, nous sommes des idiots à leurs yeux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle est cette vérité brute? Et maintenant, passons à des événements absolument incroyables à Chicago. Au procès de Nuremberg, beaucoup d'accusés disaient « J'ai reçu un ordre ». Mais ils étaient tout de même condamnés pour avoir exécuté des ordres illégaux. Mais c'est pareil dans l'armée américaine. L'armée n'exécutera pas un ordre illégal. Enfin, quelqu'un le fera. Mais en général, les militaires américains savent qu'ils seront ensuite punis pour cela. Ils ont prêté serment de protéger le pays, pas un parti, une idéologie ou le pouvoir. Alors, la ville de Piotr, Chicago. La ville du miracle américain, la patrie d'innombrables entrepreneurs, de pionniers, la patrie de terribles criminels et de courageux défenseurs de la patrie. Tout est mélangé. Imaginez, le gouverneur de l'Illinois et le maire de Chicago s'agitent fébrilement derrière des portes closes, serrant nerveusement des communiqués de presse, essayant désespérément de cacher l'échec total de leur chaîne de commandement. Pourquoi? Parce que leurs propres policiers de l'État de l'Illinois, la base même de l'ordre public de l'État, se sont rebellés. Ce mot ne reflète pas l'essence de ce qui s'est passé. La garde de l'Illinois a décidé d'une seule voix qu'elle n'exécuterait pas un certain ordre du maire et du gouverneur. Ils vont le faire? Quel est cet ordre? Et après? Pendant 2 mois, l'administration de l'immigration attrape et arrête à Chicago des criminels venus de l'étranger. Légaux, illégaux, immigrants. Les légaux sont attrapés d'une autre manière. Je vous l'ai déjà dit, le Parti démocrate protège, pour une raison tout à fait incompréhensible, les criminels illégaux.
c'est-à-dire que le peuple ne peut absolument pas comprendre cela. Et elle a envoyé son unité paramilitaire pour arrêter, en quelque sorte, les actions légales du gouvernement fédéral et a interdit à la police et aux gardes nationaux d'aider les fédéraux. Il y a 2 jours, 30 agents du service d'immigration ont été encerclés dans une rue de Chicago par une foule en furie de 200 personnes ou plus. Là, des personnes âgées, non blanches, faisaient du grabuge, exigeant le calme dans le quartier saint. Ce sont 200 jeunes masqués armés de matraques faites avec des hampes de banderoles qui attaquent des fonctionnaires, lesquels, bien sûr, ne peuvent pas utiliser leurs armes. Un appel à la police a mobilisé une dizaine de voitures de patrouille en urgence. Soudain, la police a ordonné à toutes les patrouilles de faire demi-tour et de partir. Les patrouilleurs qui étaient en route vers l'incident ont pensé que la situation s'était arrangée, mais 30 minutes plus tard, ils ont de nouveau été envoyés sur les lieux de l'affrontement. Et la police a compris que la direction avait simplement permis aux clandestins de frapper pendant une demi-heure des citoyens américains, les laissant sans aide dans les rues de leur propre ville américaine. Mais le lendemain, le président du syndicat national de la police a déclaré que ce qui s'était passé était une honte pour la police, une honte pour toutes les organisations de défense des droits en général. Et il appelle tous les policiers du pays à aider les fédéraux ainsi que tout Américain ou invité de l'Amérique lorsqu'ils sont attaqués. Et la garde de Renois, rédacteur. Avec la police de Chicago, ils ont pris une décision. Voici un petit aperçu historique. Chicago est devenu l'épicentre des débats sur les villes sanctuaires en Amérique, un endroit où les dirigeants démocrates sont fiers de s'opposer au contrôle fédéral de l'immigration. Cependant, dans un tournant inattendu des événements, l'alliance supposée inviolable entre le gouverneur J.B. Pritzker et le maire Brandon Johnson s'effondre. La police d'État semble incontrôlable. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie qu'ils ne viennent pas seulement en aide aux fédéraux, mais qu'ils ont aussi commencé à arrêter eux-mêmes les clandestins et à les intercepter. Enfin, les clandestins payés par le Parti démocrate. Je parle des manifestations, des émeutes, des activités criminelles, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les rues de Chicago, ils l'arrêtent immédiatement. Il s'est passé ce à quoi les autorités ne s'attendaient même pas. Les policiers et les gardes ont compris que l'ordre était illégal et ont commencé à disperser eux-mêmes les manifestations illégales, sans violence. C'est clair et méthodique. Cela n'aurait pas dû arriver maintenant. Pritzker et Johnson tenaient des discours inspirants sur la protection de tous les habitants et assuraient que l'État de l'Illinois ne mettrait jamais ses ressources à disposition des agents de l'Immigration and Customs Enforcement envoyés à Chicago pour appliquer la loi fédérale. En fait, le maire Johnson a même signé un décret interdisant aux agents fédéraux d'accéder à certaines parties de la ville. Bien sûr, comment il compte mettre cela en œuvre n'a jamais été clair. Mais c'était une promesse électorale clé, tant pour le gouverneur que pour le maire, qui rassurait leur base radicalement de gauche, qu'ils seraient absolument intransigeants dans leur opposition au mouvement Make America Great Again et à son insistance sur la sécurité des frontières. Mais cette promesse a laissé de nombreux citoyens respectueux des lois à travers tout l'Illinois avec une question. Et nous alors? Qu'en est-il de la sécurité publique et du respect de la loi? La crise de la criminalité dans la ville ne fait qu'empirer. Le nombre de passages illégaux de la frontière a augmenté. Et les habitants ordinaires de Chicago ont commencé à se demander qui est vraiment aux commandes ici. Qui dirige la ville et comment? Les objectifs de ceux qui dirigent ne sont clairement pas notre sécurité. Alors quoi? Les extrémistes de gauche sont-ils au pouvoir? Les agents des forces de l'ordre dans tout l'Illinois se sentaient complètement impuissants à cause de ces misérables manœuvres politiques qui leur demandaient littéralement d'ignorer les mandats fédéraux, de relâcher les suspects et d'assister à la destruction totale de leur autorité par les démocrates. Les officiers de base exprimaient en privé leur indignation, alimentant une résistance silencieuse. Tout ce qu'il fallait, c'était une étincelle. Eh bien, cette étincelle est apparue après une vague massive de crimes violents directement liés à des migrants illégaux avec des mandats Immigration and Customs Enforcement non exécutés,
Les communautés locales ont explosé, exigeant des mesures. Les policiers, soutenus par leurs syndicats, ont tracé une ligne. Ils n'ignoreront plus les demandes de l'Immigration and Customs Enforcement. En un week-end à Chicago, 5 morts et 25 blessés dans des fusillades impliquant des immigrés en situation irrégulière. Les victimes ont entre 16 et 62 ans. Le ministère de la Sécurité intérieure vient d'annoncer que l'opération Midway Blitz a conduit à plus de 1500 arrestations dans tout l'Illinois. Ce ne sont pas de simples infractions à la législation sur l'immigration, n'est-ce pas? Nous parlons de criminels dangereux qui se promenaient librement dans les quartiers de Chicago. Le ministère de la Sécurité intérieure a identifié parmi les personnes arrêtées des pédophiles, des membres de gangs violents et des braqueurs armés. Comme vous l'avez vu, ils ont été arrêtés grâce aux patrouilleurs de l'État de l'Illinois. Pritzker et Johnson étaient stupéfaits. Leur téléphone sonnait sans cesse. Les leaders communautaires, bureaucrates et électeurs de la gauche radicale demandaient tous des explications. Quand le public a su que les patrouilleurs avaient désobéi, les stratèges politiques de la capitale ont paniqué. La nouvelle s'est vite répandue dans tout le pays. Les forces de l'ordre de l'Illinois se sont rebellées. Pourquoi? Pourquoi en Russie la garde frappe-t-elle des vieilles dames et casse les jambes des enfants, et en Géorgie des étudiants sont-ils battus par des voyous en uniforme engagés par Ivanitchvili? Pourquoi en Biélorussie la police fracasse-t-elle les crânes des manifestants en obéissant aux ordres du plus grand salaud ou de ses représentants? Et pourquoi aux États-Unis les militaires et la police ont-ils dit non à un ordre illégal? Qu'est-ce que cela signifie pour le peuple américain? Eh bien, et la police, respectivement, est différente de beaucoup d'autres. Vous savez, par exemple, quand il y a la guerre en Israël, des Israéliens mobilisables du monde entier se précipitent chez eux pour prendre les armes. Et quand il y a la guerre, disons, en Ukraine, on attrape les gens dans la rue pour les forcer à aller à l'armée. Bien sûr, on attrape surtout ceux qui n'ont pas assez d'argent pour payer le commissaire militaire afin d'être exemptés ou qui n'ont pas eu la débrouillardise de fuir à l'étranger. Vous allez me demander pourquoi c'est ainsi dans un pays et différent dans un autre? Eh bien, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est organisé différemment. Comme Zvarzi et la police de l'Illinois. Attendez, je vais encore vous montrer quelque chose. Ainsi, selon les lois de l'Illinois, étant un État sanctuaire, les forces de l'ordre ne peuvent pas aider les agents de l'Immigration and Customs Enforcement à faire respecter la législation sur l'immigration. Oui, je sais, ça paraît complètement fou, mais c'est ce que vous obtenez quand vous élisez les démocrates, n'est-ce pas? Il est illégal de faire respecter la loi. En gros, c'est le Parti démocrate en 2 mots. On ne peut pas appliquer la loi. En même temps, ils utilisent la loi contre leurs adversaires politiques, comme ils l'ont fait avec le président Trump, en lui portant des accusations qui n'ont jamais été portées contre personne auparavant. Cependant, ce que fait la police de l'État de l'Illinois, c'est procéder à de nombreuses arrestations. Mais ils affirment que cela se fait principalement dans le cadre de leur rôle de maintien de l'ordre public et de la sécurité autour du centre de détention Immigration and Customs Enforcement à Broadview, dans la ville de Chicago. Ainsi, ces arrestations sont liées au contrôle de la foule lors des manifestations, au maintien des périmètres de sécurité et à l'application des zones désignées pour les protestations tout en maintenant l'ordre. Et ils procèdent à des arrestations dans un souci de sécurité publique lorsqu'ils observent des actes violents parmi les manifestants et ce genre de choses. Mais ils n'aident en rien à la documentation des faits. Maintenant, ils peuvent se faire ces distinctions autant qu'ils veulent. Les images, je pense, sont très claires. Elles racontent une toute autre histoire. Les agents de la police d'État aident vraiment à installer des clôtures et des barrières en béton autour des sites d'Immigration and Customs Enforcement. Ils accompagnent les agents d'Immigration and Customs Enforcement dans les prisons de Chicago, aident à arrêter des fugitifs dangereux et saluent ouvertement ces actions des forces de l'ordre fédéral. L'impact de tout cela est absolument colossal. Dans une ville où l'anarchie devenait la nouvelle norme, la révolte des agents de la police d'État signale un retour au bon sens dans l'application de la loi, même dans les États les plus libéraux. Des centaines de criminels illégaux sont en détention. L'indignation du public face à la politique des villes sanctuaires est à son comble, et les sondages montrent un soutien croissant à la coopération entre les forces de l'ordre et l'Immigration and Customs Enforcement. L'autorité de Pritzker et Johnson décline vite.
Ce moment dans l'Illinois est une leçon puissante sur la façon dont les forces de l'ordre local peuvent obliger les politiciens à agir, même dans les États les plus bleus des bleus. Les gens se révoltent contre une classe politique de plus en plus déconnectée, distante et permanente, et le peuple l'emporte. Bien sûr, il est frappant qu'après être allé aussi loin sur la voie de transformer les citoyens américains en esclaves sans cervelle, nous parvenions à nettoyer cette racaille de ceux qui nous gouvernent, des soi-disant élites, qui bien sûr sont plus intelligents, plus gentils ou même plus charmants que nous. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. La Cour suprême s'apprête à faire aux démocrates ce que l'astéroïde a fait aux dinosaures, une extinction totale. Et les démocrates sont en panique, car cette dernière décision de la Cour suprême sera pour eux le dernier clou dans le cercueil. Cela condamnera le Parti démocrate à une insignifiance permanente et garantira qu'ils ne pourront jamais nuire au public américain comme ils l'ont fait sous l'administration de Joe Biden. Qu'a donc fait actuellement la Cour suprême des États-Unis, qui compte 5 conservateurs, un indécis et 3 libéraux. Mais commençons par écouter sur quelles questions précises ils rendent leurs décisions et pourquoi c'est un coup aussi dur pour les démocrates. La Cour suprême va entendre les plaidoiries orales dans quelques jours. Dans une affaire venant de Louisiane, qui va littéralement décider si la loi sur les droits de vote restera en vigueur et continuera de protéger les droits de vote des minorités, empêchant les républicains de modifier les circonscriptions pour s'assurer un pouvoir durable à la Chambre des représentants. La Cour suprême va-t-elle revenir sur ce point en disant que les temps ont changé? Plus aucune protection pour les électeurs issus des minorités et aucune limite pour les républicains dans le Grand Sud afin de pratiquer un gerrymandering massif et absolument terrible. Je vous explique ce que vous avez entendu et vu. C'était bien sûr un démocrate. En 1965, lorsqu'il y avait des problèmes avec les droits des Noirs, c'est-à-dire qu'il y avait encore des problèmes pour les Noirs et ainsi de suite. Une loi a été adoptée pour redessiner les circonscriptions des élections au Congrès. Pas géographiquement, mais pour regrouper les Noirs, les Latinos et d'autres, ce qu'on appelle les minorités, dans les mêmes circonscriptions afin qu'ils soient représentés au Congrès. Comme on dit, on voulait faire au mieux, mais au final, comme toujours, c'est pire. Voilà. C'est pourquoi, dans l'Illinois et la Louisiane, par exemple, il existe des circonscriptions étranges et sinueuses qui traversent les États spécialement pour inclure davantage d'électeurs noirs dans les circonscriptions électorales. Ces cartes dessinées de façon comique ont conduit à une surreprésentation des démocrates au Congrès, puisque les cartes n'étaient pas créées sur la base d'une répartition raisonnable et équitable de la population, mais dans le seul but d'inclure le plus grand nombre possible. Cela visait à corriger la dilution historique des voix des Noirs causée par des cartes discriminatoires et à les remplacer par des cartes à préférence raciale. Pour connaître le nombre de sièges supplémentaires obtenus par les démocrates au Congrès grâce à cette loi, écoutez l'extrait suivant et préparez-vous à être surpris. Si on divise le pays en circonscriptions normales, c'est-à-dire sans penser à qui y habite, simplement en partageant honnêtement le pays, des circonscriptions normales. Et dans chaque circonscription sera élu celui qui aura conquis les esprits, les cœurs et tout ce qui s'ensuit des gens de cette circonscription. C'est-à-dire que les gens ont choisi, parmi ceux qui se présentaient, celui qu'ils voulaient voir comme leur représentant. Et peu importe s'il est noir, vert, brun, à plumes, à pois et ainsi de suite. Ils l'ont choisi parce qu'ils ont aimé ses idées, sa personnalité, son parcours. Peu importe si c'était un blanc, un noir, une femme, un homme, un homosexuel, un japonais ou un unijambiste, qui ça intéresse. Mais cela ne plaît pas du tout aux démocrates. Ils veulent, disons, modifier un peu la Constitution. Tous les districts qui, historiquement, ont été créés pour protéger les électeurs noirs contre, encore une fois, la dilution, vous savez, ici et là dans différents districts et la perte de leur pouvoir électoral. Ces districts ne seront plus couverts par la loi fédérale sur les droits de vote. Cela pourrait avoir un impact sur le niveau partisan dans 20 ou 30 districts. Et moi, je propose de regrouper tous les homosexuels du pays dans un seul district pour qu'ils aient aussi un représentant, et de mettre tous les meurtriers, pédophiles et voleurs dans un autre pour qu'ils aient aussi un représentant au Congrès.
Sinon, ce n'est pas juste qu'il ne soit pas représenté là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de changer la représentation partisane dans 20 à 30 circonscriptions? Cela, traduit en langage normal, ça veut dire quoi, hein? Et qu'est-ce que 20 ou 30 membres du Congrès? Actuellement, les démocrates risquent en somme de perdre des sièges au profit des républicains. Il y a 219 républicains et 213 démocrates. 3 sièges sont encore vacants pour le moment, donc si le basculement est de 20 à 30, disons 25 au milieu, les républicains auront 244 voix et les démocrates 188. Donc, au lieu d'une différence de 6 voix, 219 contre 213, l'écart sera de 56. C'est mortel pour le Parti démocrate. Cela a déjà été discuté une fois à la Cour suprême, cela a été examiné lors de la dernière session à la Cour suprême, et nous nous attendions initialement à ce que la Cour suprême rejette cela. Au fil de la session, notre nervosité augmentait car la Cour suprême ne décidait pas. À la fin de la session, ils ont reprogrammé l'affaire pour une nouvelle audience cette semaine, au lieu de trancher. Merci de prêter attention à cette affaire. Cette semaine. Oh là là. Pourquoi les démocrates sont-ils nerveux à l'idée que la Cour suprême puisse statuer contre eux? Toute loi qui, par essence, accorde un traitement préférentiel à un groupe de personnes en fonction de leur race est illégale et inconstitutionnelle. Je vais dire quelque chose qui pourrait vous choquer, alors écoutez-moi. Je pense qu'il était juste et approprié d'adopter ces politiques et lois de racisme inversées, comme la loi sur le droit de vote et la discrimination positive après la loi sur les droits civiques. Aviez-vous besoin d'une main ferme, d'une direction stricte du gouvernement pour éliminer le racisme contre les Noirs des institutions? Les Noirs sont passés, sans aucun doute, du statut de citoyen de seconde zone à celui de président des États-Unis d'Amérique. Nous avons officiellement vaincu le racisme systémique et je suis d'accord avec cela aussi. Il n'y a pas de meilleure preuve que le racisme systémique a été vaincu que le fait qu'un homme noir ait été élu président à 2 reprises, par la majorité dans un pays à population blanche. Le problème avec la gauche et leur obsession pour la politique identitaire et le marxisme culturel, c'est qu'ils refusent de voir l'élection de Barack Obama comme la fin du racisme systémique. Les personnes éveillées pensent que le racisme systémique est enraciné dans chaque aspect de la société, même dans des choses auxquelles nous ne pensons pas et qui ne seraient pas considérées comme du racisme. Ils pensent que les mathématiques sont du racisme, ils pensent que le fait d'aller à la salle de sport et de vouloir un corps mince, tonique et sain, c'est du racisme. Ils estiment que la ponctualité, l'attente d'arriver à l'heure au travail, la clarté et la prononciation sont des notions de suprématie blanche. Le talent d'une personne éveillée réside dans sa capacité à se déclarer victime et à pointer du doigt le racisme ou d'autres injustices dans chaque détail. Et c'est là le principal problème de l'éveil. Si dans tout ce que vous regardez, vous voyez du racisme, de la discrimination, de l'injustice, par définition, vous ne pouvez pas comprendre ni voir quoi que ce soit de bon ou de positif dans ces choses. Et cela conduit à une mentalité et à un groupe de personnes qui sont constamment malheureuses, amères et pleines de ressentiment. Dans leur esprit, la suprématie blanche, le racisme systémique et l'injustice ne pourront jamais être vaincus sans la destruction totale et la reconstruction complète des États-Unis à partir de zéro. Alors, Nous détruirons votre décomposition jusqu'aux fondations, créateurs du monde, puis construirons quelque chose sur ces ruines sans savoir quoi ni comment. Parce que tout ce que veut notre jeunesse démocratique, et pas seulement elle, mais en fait tous les komsomolo fascistes, c'est de tout casser. Et puis vous demanderez, eh bien cassez tout, et après quoi? Et après, il y aura de la soupe au chat, répondront-ils. Ou encore plus simplement, ils n'en ont pas la moindre idée, parce que démolir, ce n'est pas construire. Ils ne savent pas réfléchir. Et après avoir obtenu ce que nous avons gagné, ils le veulent vraiment, bien sûr, et ils font tout leur possible pour l'obtenir. Cela s'appelle le corollisme marxisme, ou le léninisme, ou le maoïsme, ou le che-guévarisme, ou simplement la philosophie d'un bandit de grand ou de petit chemin. À moi, et le tien aussi c'est à moi, parce que j'en ai envie. Et après, peu importe que l'herbe ne pousse pas, qu'il y ait un déluge ou même l'apocalypse. J'ai pris ma part et je me sens bien. Et comment tu te sens, ça m'est complètement égal. Je m'en fiche royalement,
comme de la tour de Pise. Donc si vous voulez obtenir quelque chose sans rien donner en retour, c'est-à-dire obtenir quelque chose pour rien, inscrivez-vous d'urgence chez les démocrates, ils vont vous apprendre comment faire. À bientôt, au revoir.